Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'achat d'été. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas publié de nouvelles vidéos de mes achats de vinyle. La dernière, c'était sur trois albums. C'était sur un des premiers albums de Cactus, le premier, si je me trompe pas. L'album de Laurel Allo Atlas et un des derniers albums de Onetrix Point Never, Again, un album où ça a été fait en partie avec l'IA, c'était ça la dernière vidéo d'achat. Donc bah, voilà, me revoici avec, je pense, une grosse vidéo. Voilà, elle va être assez longue parce que ça va être 7 nouveaux albums. Alors, c'est achat, mais c'est entre guillemets, c'est plus cadeau d'anniversaire parce que début juin, bah, voilà, c'était mon anniversaire. J'étais pas mal gâté et je remercie ceux qui regardent cette vidéo, mes membres de ma famille. Ça me fait extrêmement plaisir, hein, ça me touche beaucoup. Vous comptez beaucoup pour moi. Merci beaucoup. Et bon, on va passer directement, pas encore au vinyle, mais vous faire une petite critique d'un des derniers événements que j'ai vu en concert. Là, j'aime toujours faire une petite critique. Enfin, ou une grande critique, ça dépend. Mais là, ça va être assez rapide. Donc, j'étais allé à la fête de la musique dans le troisième arrondissement, voilà, puisque le 21 juin, ça avait lieu. C'était aussi la fête des pères. Hein, donc, les papas qui sont dans la VCFR, j'espère que vous avez été gâtés. Bon, bref, ça me regarde pas. Donc c'était bien. Alors, il faisait chaud. Voilà, même encore aujourd'hui, il fait chaud. J'espère que vous survivez avec avec cette température d'enfer. Hein, voilà, je pense qu'il doit faire en tout 666 degrés. Donc j'ai essayé de vous rafraîchir avec ce magnifique polo avec, moi j'espère qu'on voit assez bien la caméra, mais des ananas, voilà, parce que c'est pour ma part aussi un fruit frais. Bon, et après il y a plein d'autres, hein. Il y a aussi la mangue, ça j'adore, c'est un de mes fruits préférés. La pastèque ou le melon. J'aime pas trop la pastèque, j'aime pas trop la texture, mais je suis plus style melon, voilà. Donc j'ai voulu porter quelque chose de rafraîchissant pour que vous vous hydratez visuellement dans cette vidéo. Voilà. Bah, pour revenir à la fête de la musique, c'était très cool. En fait, je voulais voir un artiste de drum and bass hardcore, mais il a fait plus autre chose. Il n'était pas tout seul. C'est Blacksmith. Donc Blacksmith, ça s'écrit BLKSM2ITH. C'est un artiste de drum and bass hardcore, breakcore. Ça reste quand même très accessible. C'est un peu comme l'album que je vais présenter de Machine Girl, où c'est pareil un projet très breakcore. Enfin, le premier était assez gentillé, mais ça fait penser un peu à ce côté breakcore accessible. Mais après, quand tu écoutes leur dernier projet, ça quand même, ça tabasse, c'est presque rock, si j'ai envie de te dire, c'est presque rock. Bah, Blacksmith, là, il est plus dans cette veine de drum and bass hardcore, breakcore accessible. Pour ceux qui veulent se lancer dans ce style, bah, je vous recommande d'écouter cet artiste. C'est bien fait, c'est assez aventureux, c'est assez intéressant. C'est pas mal de visuels en référence à des robots ou à des voitures de course. Ou je sais plus trop c'est comment ça s'appelle ce sport où tu customises ta voiture. Ça se faisait beaucoup dans les années 2000, ou même je crois Fast and Furious fait référence à ça. C'était un truc un peu beauf aussi, je crois. Si je dis pas de bêtises, ça fait beaucoup référence à ça, c'est beaucoup là-dedans, et donc bah, je l'ai pu le voir dans un DJ set. Alors il n'était pas tout seul, le Blacksmith, il y avait une clique qui jouait avant. Au début, ils jouaient principalement de la trap américaine. Après, ça se transformait en de la house techno. Notamment, il y avait une personne en polo rayé vert, si je dis pas de bêtises, un métis, qui a fait un super DJ set incroyable, complètement bougeant. Il y avait même du Justin Timberlake. Il y avait aussi Stardust. Et plein d'autres morceaux, et franchement très cool. Alors on avait chaud, ouais, qui faisait vraiment pas mal chaud. J'ai vu vite fait d'autres sets qui jouaient, bah, pas mal. C'était pas mal de DJ hein, qui faisaient, mais pas, sur Paris, on avait beaucoup, même l'année dernière où je l'ai fait avec mes grands-parents. Pas mal de DJ sets où parfois il y avait du jazz, il y avait aussi il y avait du rock aussi. Mais c'était plus électro. Bon, bah, ça me branchait, ça me parlait bien, et j'étais aussi là pour voir Blacksmith. Alors au début, je pensais qu'il allait jouer vraiment tard, hein. Il allait jouer, je sais pas, vers 22h, 23h. Non, ça va. Il a joué vers 18h30, 20h30, donc c'est cool. Et donc en attendant, il y avait ces artistes-là. J'avoue, je devais subir parce que je suis pas si fan enfin, je suis pas fan de cette musique.
Ça dépend, parce qu'après, il y a le rap de Memphis, c'est un peu aussi l'ancêtre euh, de la trap. C'est mon humble avis, hein, je peux me tromper. Ou j'aime bien aussi la vapor trap, qui est super intéressant, ça part dans tous les sens. Ou si c'est expérimental, voilà, pourquoi pas. Mais il jouait beaucoup là-dessus, donc la tech house, après la techno et la house, c'était trop trop bien. Puis on le voit arriver, Blacksmith avec Flency, qui lui faisait... Flency qui est plus dans de la techno, mais les deux, ils ont déjà fait des collabs ensemble, notamment Adrenaline Driven, que je vous recommande, qui est un peu, ça s'inspire un peu de cette ancienne techno des années 90, un peu à la Prodigy, mais vraiment quelque chose vraiment d'époque. Et bah, ils ont joué, alors ils ont commencé avec le morceau Revolution 909 des Daft Punk. Ça m'étonne pas qu'ils fassent référence à ça, Blacksmith, qui joue ça, les deux en fait jouaient chacun leur tour. Parce qu'en fait, j'avais posé la question, c'était quoi ses albums préférés en ce moment, l'année dernière, et il avait dit Homework des Daft Punk. Tiens, tiens, tiens. Et aussi, je pense, une petite référence, parce que voilà, Daft Punk, c'est français, donc voilà, peut-être une petite ref à des super artistes français, à mon humble avis. Voilà. Donc il a joué ça au début, puis ça s'est enchaîné dans de la techno, parfois minimaliste, un peu jeu vidéo, aussi dans de la funk. Il y avait aussi un côté parfois très funky et un peu R&B, aussi après des morceaux classiques comme tin, 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 tin. Attends, c'est quelque chose comme ça, je fais très mal, excusez-moi. Après il y avait des morceaux un peu tribal, euh, un peu Amérique du Sud, un peu Inca, ou non, un peu Brésil, voilà, un petit peu Brésil, voilà. Un petit peu Brésil qui est assez cool. Après on se rend un moment, vous l'entendez dans ma vidéo, un peu dans de la trap, mais c'est très trap semi-éveillé, il y a un côté assez planant, qui moi m'a pas trop décroché. Ça va, et j'ai reconnu que deux morceaux de Blacksmith, mais en général, il a pas joué de la techno house. Très vite fait, il y avait des sonorités un peu drum and bass hardcore, mais c'était très gentil, c'est vraiment différent. Vraiment, il voulait jouer vraiment de la techno house. Je pense qu'un de ses derniers projets, ce sera là-dessus. En plus, je crois qu'il sort un nouvel album dans pas longtemps. Et ouais. Donc en général, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, c'était cool, j'étais pas tout seul, j'étais accompagné par d'autres camarades, d'école de son, d'Isart, que j'avais déjà présenté, enfin publié un de mes projets que j'ai fait en groupe, ou sur un homme qui joue en fauteuil roulant au tennis, parce que c'était référence au JO 2024. Bah, ils étaient là, ils ont beaucoup aimé, voilà, ils étaient très contents de voir Blacksmith, et en soi, ouais, chacun jouait leur tour. Alors on pense que c'était beaucoup Flency, c'était celui de gauche avec sa casquette noire, mais non, Blacksmith aussi jouait de son côté. Alors il tremblait des doigts, je sais pas qu'est-ce qu'il avait, est-ce qu'il avait le syndrome de Parkinson? Bon, j'espère pas, le pauvre, parce que ça doit pas être marrant pour lui, pour avoir ce syndrome-là. Bah, Michael J. Fox par exemple, là, et c'est très triste pour lui, j'espère pas. Il tremblait, mais en général ça va, il maîtrisait plutôt bien le DJ set, et Flencio aussi le maîtrisait aussi très très bien. Après bon, Blacksmith aussi a eu une petite controverse, hein, enfin quand même une controverse, on va pas se le cacher, c'est qu'il avait dit en message Instagram, il a fait le borderline, il avait insulté des trans ou des homosexuels, et bah là en ce moment il a une très mauvaise image là-dessus. Alors on sait pas enfin le truc c'est, est-ce que le gars il était bourré pour avoir dit ça? C'était quoi le contexte? Qu'il était énervé? Est-ce qu'il le pensait réellement? On ne sait pas. Moi en tout cas j'attends ses excuses, parce que c'est pas terrible, parce que ces gens existent et sont importants dans notre société aussi. Donc j'espère qu'il a voulu faire le borderline, et j'espère j'espère qu'il allait s'excuser, j'espère que c'était une mauvaise blague, parce que ouais, c'est pas terrible. Donc voilà, il est un peu controversé, mais je continue encore à l'écouter, car je suis sûr je l'espère, qu'il s'excusera publiquement sur ses réseaux. Voilà, donc c'est vraiment artiste américain intéressant, mais qui a des casseroles. Voilà, il a des casseroles, ce Blacksmith. Pour revenir donc ce DJ set, ouais, ils ont joué donc 18h30, 20h30. En tout, je suis resté au moins 4 heures. C'était un peu moins long que le DJ set que j'ai vu de Fourtet, on va pas se le cacher, mais ouais, franchement ça tabassait, c'était très cool. Alors à un moment, avant que Blacksmith passait avec Flency, bah il y a eu un petit problème, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui nous balançaient de l'eau.
Alors c'est cool, sauf que alors il y avait le matos, il y avait des enceintes, il y avait la platine de mixage, il y avait d'autres enceintes, il y avait d'autres grosses boîtes là d'enceintes où on ressentait vachement les basses. Moi j'étais juste à côté. Vous me verrez peut-être dans leurs vidéos de Reels sur Insta, mais vous verrez complètement à gauche, j'étais là. Je filmais un peu, mais il était un peu gêné que je le filmais, mais ils s'en fichaient un peu. Il checkait aussi le public, il était un peu interactif, il dansait, il y a des moments en faisant des mouvements hip-hop, là, je fais très mal, pardon. Mais en fait, ces personnes ont voulu balancer vraiment un énorme seau d'eau sur la foule. Bon, c'est cool, hein, sauf que ça a un peu atterri sur la platine de mixage. Ouais, par contre, ça c'est moins cool. Donc, bah, la platine, elle buguait un peu parce que je crois qu'il expliquait, ceux qui portaient un polo vert à rayures, aux autres personnes qui allaient passer qu'il fallait, je pense, forcer une des platines en fait. Il fallait forcer une des platines électroniques. Alors, bon, c'est pas fou, vraiment faites attention et surtout eau et électricité, bah, ça fait pas bon ménage. Hein. On s'en souvient de Claude François, quoi. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Voilà, bref. Mais bon, il n'y a pas eu de mort, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on était tous en transe, on a qui profitaient un bon max. Après ça, on a voulu voir aussi, ils voulaient voir aussi un peu de rap, parce qu'ils ont quitté un peu avant le DJ set. Moi, j'ai voulu continuer à fond, et ouais, c'était très cool. Après, ils ont voulu voir du rap, mais il se trouve qu'en fait, ils sont partis dès au moment où je suis arrivé. Après, on a mangé, je suis parti, voilà, parce que je vais travailler le lendemain, mais c'était une bonne soirée. Il y avait un peu de reggae que j'ai filmé, qui était assez cool. Mais j'ai juste filmé le moment et après, je suis parti, quoi. Enfin, je suis quand même resté 1 ou 2 minutes, mais c'était cool. C'était cool pour vous faire partager, mais voilà. La fête de musique, c'était plutôt bien passé. Ça va, il n'y a pas eu d'émeute ou que sais-je encore. Il n'y a rien eu, je vais bien, j'ai pas été piqué. Voilà, faites attention à vous, messieurs, mesdames, hein, de ne pas vous avoir fait piquer. Mais les métros, tout ça, c'était bondé, c'était n'importe quoi. Voilà. Mais j'ai survécu à ce festival et tout s'est bien passé. Voilà, fin de cette petite critique. On va passer maintenant aux albums. Je vais essayer de faire ça bien et en même temps assez rapidement. Ça va de 1991 jusqu'à 2026. On va commencer par le premier album, le premier album d'un groupe que j'apprécie beaucoup, qui je pense figure peut-être dans mon top 10. J'hésite encore, mais je suis en train de réfléchir si vraiment c'est définitif ce top 10, mais il y aura peut-être d'autres groupes que je vais trouver incroyables qui seront dedans. Mais c'est leur premier et je trouve trop sous-estimé alors qu'il est franchement très bon et il n'est pas assez nommé, il n'est pas assez mis en avant. Il s'agit du premier album de Blur, Laser, voilà, un super album créé par ce groupe mythique de la Britpop avec Parklife, Modern Life is Rubbish, l'album éponyme, ou même dans la version, même dans le côté expérimental 13 que je trouve vachement cool, même si je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas forcément. Ou Think Tank, il y en a aussi qui trouvent ce projet pas terrible, moi, j'adore, franchement j'adore. Après, Magic Whip ou Ballad of Darren, j'avoue, j'affectionne pas trop, même s'il y a certains titres que j'aime bien. Bah voilà, je trouve aussi leur premier projet est intéressant, même, je sens que je vais m'attirer la foudre, je le préfère à The Great Escape. Voilà. Ah mon dieu, qu'est-ce que tu racontes, Pinap? Eh ben, écoutez, c'est mon avis. Je trouve que Great Escape est quand même intéressant, on va pas se le cacher, il y a des super morceaux dedans, mais pour moi, c'est une redite de Parklife, quoi. Clairement, si je dois choisir entre celui-là et The Great Escape, je choisirais celui-là car c'est un super album. Pas de Britpop, mais d'indie rock un peu shoegaze, un peu spatial. Et il est vraiment plaisant. Alors il y a quand même cette sonorité avec des guitares lourdes, avec des riffs qui sont quand même entraînants. Et en même temps spatial qui revient beaucoup. Mais en général, ça c'est. Je prends mon pied quand je l'écoute. Je trouve il est vachement cool, il est vachement intense. En termes de pop, je parle, il y a quand même des refrains, il y a quand même des paroles qui me restent en tête. Donc je vous montre, voilà, c'est une réédition. Hop, voilà, on voit le groupe derrière. Alors je sais pas si c'est une référence à Pink Floyd, avec la campagne et les vaches, à Tom Earth Mother. Mais bon, il faut savoir aussi que le groupe, notamment Damon Albarn, n'a pas du tout apprécié la production de l'album. Il a trouvé ça très insupportable et difficile. Et même en live, il le joue pas, enfin, il joue pas forcément tous les morceaux. Il joue peut-être vite fait She's So High, There's No Other Way et peut-être Sing. Bon, à leur tout début, bien sûr, qu'ils jouaient leur premier album, mais
voilà, il y a quand même des morceaux qui sont complètement mémorables, hein. Je peux citer Bang, qui pour moi peut figurer dans l'album Modern Life is Rubbish. Modern Life is Rubbish qui sortira 2 ans après, qui là clairement on est dans de la Britpop, côté très anglais. Là on était vraiment dans l'idérospatial. Et même qu'ils ont, au moment où ils ont voulu jouer cet album en live, dans leur tournée en Amérique, c'est très mal passé. Même que Damon se disputait avec la foule parce qu'eux ne comprenaient pas leur style de ce premier projet. Du coup, ils se fritaient avec eux. Enfin, c'était n'importe quoi. Ils sont tombés même un peu en dépression. Voilà, donc premier album, premier échec. Et alors, pour beaucoup, il est inégal. C'est vrai que clairement, quand tu passes de Girls and Boys à ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé que, c'est pas du tout le même style. Mais en général, je trouve qu'il y a quelques morceaux qui peuvent ressembler à ce qui viendra après. Donc, petite anecdote, il faut savoir que le morceau Sing figurera dans la BO du film Trainspotting, le premier, que moi j'avais bien aimé. De toute façon, c'est la bande-son de ce film, et elle est, je trouve, incroyable. Il y a Primal Scream, il y a même Damon Albarn en solo qui chante dedans. Il y a donc le morceau Sing de Blur qui en fait apparaît vers la fin. J'aime beaucoup ce morceau, je pense que c'est mon préféré. Je vous montre la sous-pochette, elle est simple, écrit Laser comme ça. Et alors derrière, alors c'est les paroles. Par contre, je vous préviens, c'est très bizarre et il faut suivre quand si vous voulez écouter l'album et vous voulez comprendre les paroles tout en écoutant le vinyle. C'est vraiment, faut suivre comme un livre ou comme un poème. Voilà, c'est ça les paroles. Et les crédits aussi, les crédits. Tadam. Donc c'est assez farfelu de faire ça. Donc le vinyle, hop, sur le label Food Records. Je crois qu'ils y sont plus dans ce label maintenant, ils sont chez Parlophone. Voilà. Et alors il faut savoir que la pochette qu'on voit, je vais vous la remontrer, celle-là, ils ont utilisé d'une photo dans les années 50. Le nom de cette image, c'est Bathing Hat. Et c'est une photo Attendez, j'essaie de retrouver le nom. Nina Schulz. Ouais, c'est ça, c'est Nina Schulz. Attendez, je vous lis le truc. Bathing Hat. Photo from Hudson Pictures Company. Voilà, avec Hudson Pictures Company. Et en fait, la photo originale, il y a une autre dame à côté de cette baigneuse, en fait, qui sont prêts à aller dans la piscine maquillés. Bon, j'espère que leur maquillage est waterproof, quoi, parce que le résultat après, je pense que là, ça fait film d'horreur. Bon, bref, je me moque un peu. Mais les morceaux que je vous recommande, et il y aura des mentions. Je vais dire She's So High, c'est un peu leur premier single et un morceau complètement spatial, pop, un peu électronique et très intéressant. J'aime bien ce morceau. Sing, mon morceau préféré. J'adore ce morceau, il tabasse. Avec ce morceau qui prend de l'ampleur et qui a un côté un peu mélancolique. Et There's No Other Way qui a eu le droit à 2 clips. Le premier, c'est on voit Damon Albarn dans un repas de famille typique anglais. Et vers la fin, on voit un des membres de la famille apporter un gâteau et après ça part en steak. C'est complètement bizarre. Et le deuxième, c'est on voit Damon, c'était aux États-Unis, dans une piscine intérieure avec différentes couleurs, un peu bleu, un peu tamisante, voilà, chercher le mot, un peu tamisante, et assez classique, bon, ouais, vite fait sympa, mais j'avoue, je préfère l'original. Et en plus, c'est marrant parce que Damon il avait pas même ce même type de coupe. Il a vraiment une coupe au bol, quoi, vraiment une coupe au bol je sais pas si vous voulez faire une référence à la Rolling Stone ou au début des Beatles, la coupe longue comme ça, je crois que c'était une des coupes rebelles de l'époque, où il voulait faire une référence à Brian Jones, un des membres des Rolling Stones qui est décédé, paix à son âme. Je sais pas, il a jamais vraiment réellement dit. Et en mention spéciale, il y a le morceau Bang. En vrai, il est génial ce morceau, qui je trouve clairement presque un morceau de Britpop. Il y a le morceau aussi Bad Day où on entend le fameux harmonica piano que utilisera Damon Albarn presque tout le temps dans sa carrière, il le quittera pas. Il y a le morceau Come Together qui est tellement bon. Il y a aussi Birthday qui est très doux,
qui est un peu triste niveau parole si vous vous attardez là-dessus. Voilà, c'est une personne qui a peur de fêter son anniversaire, de grandir. Et le dernier, Wear Me Down, qui est génial, super morceau de finale. Donc, pour récapituler, les morceaux que je vous recommande, She's So High, Sing et There's No Other Way. Et mon morceau préféré, c'est Sing. Et pour ceux qui n'apprécient pas trop ce projet, je vous recommande de le laisser une seconde chance parce que voilà, je trouve un projet un peu trop sous-estimé alors qu'il est très intéressant. Il y a quand même pas mal d'idées de riffs de guitare très cool et franchement, le groupe a fait un super travail quand même pour un premier projet. C'est déjà vraiment très bien. C'était Laser de Blur, projet de indie rock spatial et pop. Ensuite, on passe en 1995. Là, on va s'orienter dans de la trip-hop, jazzy, hip-hop instrumental. Je l'avais déjà présenté une fois sur ma chaîne dans mes achats de Noël, partie 2 ou partie 1, partie 1, partie 3. Je sais plus laquelle, mais c'était une grande vidéo où je présentais Alabachung. Je présentais le dernier album des Cure. C'était sorti vers 2024. Où je présentais Zoulouk de Jean-Michel Jarre, et j'en passe. Je vous avais présenté l'album West Side Gun Soul de DJ Cam, où c'était un projet assez court qui durait une vingtaine de minutes, où je pense que DJ Cam voulait faire référence à J. Dilla avec ses morceaux de funk, non plutôt de soul, R&B, jazzy et assez mélancolique, où ça ressemblait un peu à J. Dilla, à Donuts, beaucoup moins bazaresque, hein. Ça reste quand même très doux parce que J. Dilla Donuts, ça part un peu dans tous les sens. Mais j'aimais bien ce projet-là, même s'il était court. Je vous présente son grand classique, et il a été édité il n'y a pas longtemps. Même l'image n'est pas la même si vous comparez. Donc sans plus tarder, je vous présente Underground Vibes de DJ Cam. Voilà, c'est un Français, voilà, qui a réalisé un de ses albums phares, enfin, qui a réalisé à l'époque un de ses albums phares de sa carrière. C'est quand même un album assez emblématique et sous-estimé de la trip-hop. En soi, il est vraiment intéressant. Je trouve quand même il est cool, il est jazzy, il est mélancolique. Franchement, quand je pense à ce projet, je pensais une fois quand j'étais à Caen pour voir un ami, je devais trouver un moment mon hôtel, je marchais un peu dans la nature. En fait, j'étais pas loin du mémorial pendant la Seconde Guerre mondiale, et j'ai mis cet album. En plus, il faisait son parce que c'était encore l'hiver. Et franchement, l'atmosphère de cet album avec l'atmosphère environnement où j'étais, ça matchait comme pas possible. C'était trop bien, voilà. J'aime bien ce projet. Alors, l'original, la pochette n'est pas du tout la même. Donc, il le réédite, et projet cool. Il y a des personnes qui sont dedans, comme Ben, comme Ben. Et en fait, c'est vraiment un album très typé 90. On va pas se le cacher. Il y a des scratchs d'époque, un peu cliché, mais en soi, avec la production, je trouve que ça accompagne superbement bien. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Voilà. Et le vinyle, alors c'est pas un Gatefold, hein. Mais voilà, le vinyle, ça ressemble à ça. Et c'est très cool, et t'as des samples aussi de vieux films français, où il le sample avec le mot amour. Enfin, c'est un peu drôle, je trouve c'est vraiment d'époque, quoi. Je trouve pas que je dis pas que ça a mal vieilli, non, je trouve pas. Mais c'est vraiment d'époque, quoi. C'est très typé 90. Et en soi, le projet est quand même sympa. Il voulait vraiment s'inspirer de cette un peu trip-hop anglaise. Et si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. DJ Cam a déjà participé pendant le live de Woodstock en 99. On sait comment ça s'est terminé. C'était le bazar, notamment la foule et aussi la compagnie. Et, la compagnie et les personnes qui les organisateurs ont très mal organisé ce festival. Il manquait de la nourriture, de l'eau, des toilettes, c'était un bazar. Si je dis pas de bêtises, DJ Cam avait déjà participé dans le live de Woodstock. Je crois qu'il il était là au début de ce festival, si je dis pas de bêtises, hein, parce que s'il était là au moment où ça dégénérait, je pense qu'il a dû être traumatisé.
le pauvre. Donc les morceaux que je vous recommande, bah, il y a Sans lien, Fête Ben, avec cette espèce de mélodie un peu un mystérieux, où on entend une femme en train de parler ou raconter un poème euh, assez spécial et assez mélancolique. Il y a aussi le morceau éponyme, excusez-moi, je suis en train de bégayer parce qu'il y a quelqu'un qui a crié dehors parce que voilà, j'ai ouvert ma fenêtre parce qu'il fait beaucoup chaud chez moi. Là, je suis en train de suer, j'espère que ça se remarque pas trop. Mais je fais cette vidéo pour vous, ma chère commu, parce que je vous adore. Il y a le morceau Underground Vibes, voilà, le morceau éponyme que je trouve fabuleux. Il est génial ce morceau. Et ça, c'est un de ses morceaux les plus connus, même le plus connu. Dieu reconnaîtra les siens. Il est génial ce morceau parce que, alors, en plus, il sample Goldorak, un des extraits de la série Goldorak. Je pense que ceux qui sont nés dans les années 70-80 ont connu cette série. Bon, moi, je connais deux noms parce qu'il y avait mon père qui m'a dû me la raconter, ou voilà, c'est culte comme Captain Flamme ou Albator et j'en passe. Et c'est marrant parce que les samples qu'il utilise, où en fait il dit ici il y a de l'herbe, les gens de la planète bleue, je crois que j'oublie des choses, ça ressemble un peu à du IAM. Ça fait beaucoup penser au début d'IAM, je trouve ça assez drôle et pareil, le projet est très cool avec cette espèce de voix soul féminine. Ouh, ouais, yeah. Je fais très mal, mais qu'est-ce qu'il est bien ce morceau. J'adore. Et le nom complet de celle qui chante, c'est Bénédicte Pardijon. Voilà. Si y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc, ouais, c'est un projet qui s'écoute, qui est très sympa. Je suis en train de voir, il y a pas mal de références à d'autres artistes de trip-hop. Portichet, DJ Shadow, James Lavelle, les Wax Artists, Massive Attack, DJ Crush. Il y a pas mal de noms assez qu'apprécie DJ Cam. Alors, il est toujours actif, hein. Il avait déjà aussi sorti d'autres albums un peu soul féminin. Je crois l'album Soul Sunshine, Soul Shine. Ouais, je crois que c'est un jeu de mots avec Comme un été à Paris. Alors je le trouve un peu ce morceau forcé, mais je sens la chaleur de ce morceau. On a l'impression d'être en été en plein Paris. J'avoue, ça marche un petit peu avec moi. Il y avait un autre projet qu'il a sorti en 2011 où ça sonnait un peu gangsta rap. Vraiment, il essaye d'expérimenter, hein. Les débuts, c'était très trip-hop, puis c'est la soul féminin, puis ça se transforme en gangsta rap. Voilà, donc si vous avez des projets préférés de DJ Cam, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il faut que je me penche encore un peu plus dans sa carrière parce qu'il y a des trucs qui sont pas mal. Et donc, bah, je redis les morceaux que je recommande Sans lien, Underground Vibes et Dieu reconnaîtra les siens. Et bah, je vous recommande de l'écouter parce que je trouve que c'est quand même un projet un peu trop trip-hop sous-estimé. Voilà, si vous voulez un album tranquille, bah, je vous recommande celui-là. Ensuite, eh ben, on passe là dans du rock alternatif, acoustique et électronique. Je fais un petit coucou à Sleaford UK parce que je l'avais déjà, je l'avais déjà fait découvrir ce groupe. Bon, je suis très content à chaque fois quand j'en parle, j'ai un gros sourire parce que c'est ça, je suis trop content de faire découvrir des choses à ma commu. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Euh, si Ford m'écoute, bon bah, il sait de quel groupe je parle. C'est un groupe composé de 3 personnes. Ils ont sorti, alors je sais pas s'ils ont sorti un nouveau projet parce que ce projet il date un petit peu, il est sorti il y a un an ou 2 ans, je crois 2024. Il s'agit de The Smile Cuts Out. Franchement, cet album, au début, je le trouvais à ses débuts assez pop. Il est très accessible. En soi, en vrai, mais il est quand même bien abouti. Je trouve que c'est certes un projet très accessible. Après, leur deuxième projet que je trouve assez expérimental, bah là, on s'oriente dans quelque chose de beaucoup plus accessible, beaucoup plus acoustique. Et en soi, ils ont fait un super travail. Je trouve qu'il est très très cool. Il y a des morceaux un peu minimalistes. Euh, et même en général, il y a quand même une belle maîtrise dedans. Et franchement, bravo à Tom York, Johnny Greenwood et Tom Skinner, le batteur là, où il était dans un groupe de jazz très connu, dont je dois absolument écouter. Donc voilà. Sons of Kemet, qui s'appelle. Sons of Kemet, qui m'a l'air très intéressant. Donc derrière ça ressemble à ça. Il y a quand même une esthétique un peu à la Radiohead. Enfin, pardon, à la The Smile. Voilà, ça ressemble à ça. Et il y a des morceaux bougeants aussi, planants, trans, acoustiques.
orchestral. Il y a pas mal de choses. Le gatefold. Hop. La sous-pochette avec les paroles. Beaucoup plus facile à comprendre que Laser de Blur. Enfin, c'est un autre délire, quoi. Là, c'est plus facile et plus standard. Et d'ailleurs, ça ressemble à ça. Hop. Le vinyle, c'est très simple. Le macaron est très simple. Et franchement, c'est un projet qui s'écoute facilement, mais il est quand même bien maîtrisé. Voilà, quand je l'ai réécouté, ça m'a fait plaisir de le réécouter en entièreté, car il envoie quand même. Il envoie pour son côté, pour son côté acoustique. Et bien sûr, il y a des morceaux que je vous recommande. Il y aura des mentions, parce que ce n'est pas facile de choisir, mais je vous recommande le morceau Zero Sum, Eyes and Mouth. Clairement, quand je l'ai réécouté, j'étais bluffé. Il est génial ce morceau, j'adore. Et je dirais le dernier, Body Laughing, qui est très très sympa. Et en mention spéciale, j'aime beaucoup, il y a aussi Instant Psalm, qui est assez beau, un peu, qui peut figurer un peu dans un dessin animé, dans un dessin animé, je trouve. Le morceau Colorfly, je pense que c'est mon morceau préféré, il est complètement planant, il est assez trans, franchement, Tom York voulait s'orienter un peu dans du Radiohead à la The National Anthem pour ce côté complètement bougeant. Je parle du début, hein, pas le moment où tu as toutes les trompettes, toute l'orchestration complètement bordélique de ce morceau. Non, 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 là clairement on est dans quelque chose de plus planant. Il y a aussi le morceau Tiptoe, sublime, beau morceau d'orchestration que je vous recommande d'écouter. Il y a aussi Don't Get Me Started, qui est un peu un morceau avec une espèce de synthé vintage 70 minimaliste qui fait qui ressent comme si quelqu'un marchait. Il y avait un côté un peu son design, comme si quelqu'un marchait. C'est un peu maladroit, mais c'est très bien fait. Et niveau parole, c'est assez abstrait, mais c'est cool. Donc les morceaux que je vous recommande, je le répète, je vous recommande Zero Sum, Eyes and Mouth et Body Laughing. Et mon morceau préféré, Colorfly. Donc vraiment un super projet rock alternatif, pop, électronique et un peu expérimental. Je vous recommande, c'est vraiment un album très abouti et très intéressant. Les clips sont sympas, vraiment, c'est leur univers. Je sais pas s'ils vont revenir, je sais pas s'ils sont déjà revenus. Je ne pense pas, sinon je serais au courant. J'ai pas vu forcément de nouveaux singles. Il y a eu, je crois, des remixes ou quelque chose comme ça. Mais alors, je sais pas si n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez vus en live. Ça m'a l'air intéressant aussi de voir ce groupe en live. Donc voilà, c'est un super projet qui a produit ces trois personnes. Bravo, bravo messieurs. Et je fais une petite pause car je vais boire de l'eau. J'arrive tout de suite. Voilà, c'est bon, j'ai fini de boire. Continuons notre plongée sonore. Là, on est en 2024. Là, on s'oriente dans de l'IDM, mais de l'IDM froide, assez violente, mais en même temps douce. C'est quand même un espèce de fourre-tout, ce projet. Je le mentionne beaucoup, cet artiste, mais il m'est droit au cœur aussi. Il s'agit d'un des derniers projets de Square Pusher, d'Ostro Time. Un projet vraiment intéressant, mais c'est pas forcément un projet facile d'accès, il est quand même très froid. Et en fait, c'est pour montrer le talent de Square Pusher, quoi, clairement. Parce que les débuts étaient quand même parfois mignons, mélancoliques, on ressentait des choses. Alors, dans celui-là aussi, quand même, on ressent sa patte à Square Pusher. Mais je trouve que là, c'est plus pour montrer son talent. Et en général, oui, comme je dis, il est froid. Il me fait penser un peu au début 2020 où Square Pusher voulait s'orienter dans quelque chose de très violent. Mais là, il revient un peu à la charge dans certains titres. Donc voilà, l'esthétique, ça fait très jeu vidéo, mais son style parfois, notamment le dernier projet que je vous avais présenté, Big Loda, avec une production très lofi, on va pas se le cacher, mais moi j'aime bien ce type de production. Il y avait un côté jeu vidéo dans certains titres, et même qui tabassait, lui pareil, hein, parfois dans certains titres, il y a un côté un peu jeu vidéo. Mais il y a des morceaux où on peut respirer. Voilà, il y en a trois notamment, ce sont les morceaux Archéthéon. Archéthéon, ça s'appelle 1 et 2 et 3. C'est des morceaux de guitare très doux, très sympas. Et
Un peu nostalgique aussi, un petit peu nostalgique, c'est lui avec sa guitare et qui joue et franchement, très intéressant. Mais aussi en général, parfois c'est aussi des morceaux un peu d'ambiance, un peu mélancoliques, mais qui partent dans tous les sens et je sais pas si je vous ai montré derrière, non je crois pas, je sais plus. Et l'intérieur, ça ressemble à ça. Voilà, et c'est marrant parce que ça fait penser un peu à l'esthétique de Feed Me Worthing de Square Pusher. Son premier album, on est dans un hôtel, il est marqué réception, on voit une espèce de forme un peu robotique. Me pensez un peu à ça, ou un projet pareil un peu lofi et un peu démo, mais d'un autre côté, il y a une maîtrise et qui est quand même très intéressant. Bon, je vous sors pas forcément les vinyles, voilà, ils sont noirs. Mais les macarons, voilà, il y a un côté encore pixel jeu vidéo, un peu de ce délire là-dedans. Mais clairement, quand il a sorti ce projet, j'ai bien aimé. Voilà, ça m'arrive de l'écouter dans le métro et ouf, tu, tu voyages, faut s'accrocher quoi. C'est littéralement une montagne russe à émotion quoi, ce projet. Hop. Et c'est bon parce que dans ce projet, il m'a fait beaucoup penser aussi à son troisième album, Go Plastic, qui pour l'instant je l'aime pas trop, même s'il y a des titres qui sont quand même cool, mais je suis à ça d'essayer de le comprendre de plus en plus. Voilà. Pour essayer de faire en gros, c'est ce projet où il y a le morceau My Red Hot Car, que j'avoue j'aime bien, j'adore ce morceau, il met de bonne humeur et ça me rappelle un peu quand j'étais en école à l'ESRA en tant que technicien son, j'écoutais pas mal ce morceau. Mais Scorpocher, j'écoutais pas mal cette période. Donc les morceaux que je... Ah, et petite anecdote, ouais, je raconte un peu ma vie, excusez-moi. C'est pendant les cours où on devait s'occuper d'utiliser Pro Tools, qui est pas facile, où j'avais un prof qui connaissait tous les, tous les raccourcis de Pro Tools, mais je pense que si je le refais, je le referai de ce projet-là. Je pense que je vais encore me perdre parce qu'il y a plein de raccourcis. C'est bah en fait on devait mixer le morceau Do You Know de Square Pusher. Ah ça c'est marrant ça. On retrouve Square Pusher. La boucle est bouclée encore une fois. Les morceaux que je vous recommande, bah, le morceau Wonderland qui est sorti en single. Et je pense que c'est mon morceau préféré. Je suis pas original mais ce projet, mais il tabasse, il est trop bien, ça part dans tous les sens, c'est un grand 8 de sonore, quoi, c'est trop trop fort. Il est vraiment trop trop fort. Il y a aussi le morceau Holoform, un peu ambiante celui-là, mais tellement bon. Et le morceau Stromcore, c'est pas facile parce que l'écriture, comme vous voyez, est un peu glitchée. Voilà, c'est le côté jeu vidéo, mais je crois que ça s'appelle Stromcore. Et très très cool. Euh, et donc voilà, je vous recommence ces trois morceaux, Wonderland, Holoform et Stormcore, avec cette guitare funky qu'on connaît de Scorpusher, qui est extrêmement bien. Bah voilà, je vous recommande ce projet de, comme je dis, DM froid, violent et en même temps acoustique. On peut un peu respirer dedans. C'est quand même un album un peu un fourre-tout de ses idées. Et il nous l'a sorti. Je crois qu'il avait fait des tournées à cette période quand il a sorti Draw Straw Time. Franchement, ça doit être cool à le voir aussi. Ça doit être bien tabassé. Mais on ressent moins ce côté où il essayait de nous transmettre des émotions. Même s'il y a quand même certains titres, il y a sa patte. Il y a quand même sa patte et il nous, quand même, nous transmet certaines choses, mais ça reste quand même assez froid. Voilà, c'est vraiment pour montrer, c'est vraiment un album pour montrer l'exploit de Scorpocher. Donc mon morceau préféré, Wonderland. Donc voilà, bon projet d'IDM. Alors ensuite, il nous reste encore deux. Voilà, tenez bon ma non, trois. Il nous reste encore trois. Tenez bon ma commu. J'espère que vous allez bien de votre côté. Je vous ennuie pas trop avec mes raconte ma vie. Bon bref, là ça va aller être assez rapide. C'est mes collègues de travail qui me l'ont offert parce que voilà, ils savent que c'était mon anniversaire le 4 juin et c'était, je les remercie aussi. Ça me touche beaucoup. Ça me va droit au cœur. Voilà, s'ils regardent cette vidéo, merci beaucoup. Par exemple, l'album Mers que je vous avais présenté pendant mes achats de printemps avec
le projet Air Police Mercurial Rights, merde, ça vient d'eux. Et merci beaucoup. On m'a offert une BO d'un film, d'un biopic. C'est la BO du film du roi de la pop, hein, Michael, que j'ai vu, qui est sympa. Bon, certes, il manque des détails, mais j'ai appris un peu plus de choses entre aussi Michael et la relation avec son père. Et au début, je pensais que après son premier album solo, Michael, voilà, il s'est débarrassé de ses parents, mais non. Non, 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 son père était quand même une personne vide d'argent, quoi. Et franchement, il en profitait un max bon, avec son fils. Mais voilà, ils m'ont offert cette petite PO qui est cool. C'est littéralement les débuts jusqu'à Bad, hein. Il y aura peut-être une deuxième partie du, du biopic, parce qu'ils ont dit un truc du genre à suivre. Mais là, ça va être on va se concentrer sur la partie dégoûtante de Michael Jackson. Voilà, donc pour ceux qui savent, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc voilà, une BO. En fait, au début, je pensais que c'était l'acteur Jafar Jackson qui chantait dans les morceaux. Mais non, ce sont des morceaux originaux de Michael Jackson. Franchement, Jafar Jackson a fait un bon travail pour ressembler à son oncle, parce que c'est son neveu à Michael. Et alors, je l'ai vu en VF, malheureusement. Bon, eux aussi, ils ont voulu imiter sa voix un peu enfantin, mais je pense qu'en VO, elle devait être largement mieux, vous savez, parce que j'ai vu les bandes annonces en VO, et franchement, ça a l'air de tabasser. Et même, moi, ce qui m'a marqué dans le film, ce sont les moments avec les clips musicaux. Beat It ou Thriller, clairement, on a l'impression d'être dans les coulisses de ces clips-là, c'est trop fort. Et j'avoue, j'ai appris des choses comme par exemple pour le film Bohemian Rhapsody, même si je sais qu'il y a des parties où ça a été romancé, où il y a certaines choses, c'était pas forcément ces personnes-là, c'était d'autres personnes, et où certains lieux, il les a pas rencontrés, ici, il les a rencontrés autre part, etc. Je sais, voilà. Mais en général, j'ai passé un bon moment. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a des documentaires, etc. J'avais même vu This Is It aussi à l'époque, qui m'avait pas mal marqué aussi, que j'ai trouvé plutôt cool. Et donc, on m'offre voilà, cette BO du roi de la pop. Et c'est cool. Voilà. Hop. Il y a même les paroles. C'est trop sympa. Et voilà, Michael, le film, je le trouve ça sympa. Pas un grand biopic, mais sympathique. Je le placerai au même niveau, même si je trouve que. Non, peut-être pas au même niveau, mais voilà, le biopic, par exemple, de Bruce Springsteen, Back from Nowhere, que j'avais bien apprécié, où ça parle de la période où il a sorti l'album Nebraska, que j'aime bien. Alors, en ce moment, il est pas mal apprécié, ce projet, j'ai l'impression. Un album vraiment acoustique. On s'intéressait à une partie de sa vie, et c'est cool aussi. Voilà, je le trouve un peu mieux, mais voilà, le biopic de Michael, je le place un petit peu au même niveau que celui de Bob Marley, que j'avais vu aussi à l'époque, qui est, ouais, sympa, mais je connaissais certaines choses de Bob Marley. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent savoir plus, il y a les vidéos de Seb, hein, aussi, qui sont très intéressantes. Voilà, d'autres paroles. Où Seb, il avait déjà parlé de pas mal d'artistes, les Beatles, Elvis Presley, Kanye West, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Mac Miller pour ceux de ma génération. Attends, je suis en train de chercher, qu'est-ce qu'il y avait parlé d'autre, Bad Bunny aussi, enfin, Daft Punk, et j'en passe. Alors, les morceaux que je vous recommande, alors, comme je vous dis, c'est vraiment ses débuts, quoi. C'est Jackson 5, les Jacksons, Michael Jackson. Et les morceaux quand même que je vous recommande, il y a le medley Avant You Back, ABC The Love You Save, où c'était pendant, pendant un live. Il y a le morceau aussi Ben qui était pendant un live aussi, voilà. Enfin, en gros, ce que je veux dire, ces morceaux-là ont été enregistrés durant un live. Et le morceau Working Day and Night, avec cette espèce de voix qui a un côté un peu rythmique, qui est assez entraînant et très cool. Mais mon morceau préféré, il est dedans, Beat It. Voilà, j'aime bien ce morceau, il est culte, il est tellement... il est incroyable, il figure dans plusieurs films, j'imagine, notamment dans Retour vers le futur 2, où au moment Marty McFly commence à ne pas se laisser faire face à Biff Tannen du futur. Enfin bref, il y a un lore aussi complet dans Retour vers le futur. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Méa sur les théories de Retour vers le futur. Cliquez sur l'icône populaire, et c'est sa première vidéo qui est assez intéressante, qui est pas mal intéressante de théorie
partout. Il y a pas mal de théories complètement farfelues et très intéressantes. Donc Mea, ça s'écrit M2EA, et voilà, n'hésitez pas à voir. Elle a changé de sexe. Voilà. Oui, c'était un homme, et maintenant elle a changé de sexe. Donc, en général, projet cool et sympathique, quoi. C'est sympa, même si il y a certains morceaux que voilà, je connais déjà très bien parce que j'ai aussi ce thriller, j'ai une copie de ce projet. Mais bon, cette BO est quand même sympathique. Je remercie encore mon équipe, ça fait très plaisir. Ensuite, là, on va s'orienter pour de la. Il y a tellement de styles là-dedans, mais c'est une trip-hop. Il y a de la musique indienne, il y a de la musique latino, il y a du rap, il y a un peu de l'expérimentation, il y a de la musique arabe, il y a de la musique pop, il y a de la pop. Il y a pas mal de choses dans cet album. C'est un des derniers projets aussi de ce groupe que j'adore et que beaucoup peut-être de ma commu sait que j'affectionne ce groupe. Il s'agit du dernier album de Gorillaz, The Mountain. Je l'ai pris, alors c'est une édition originale. Extrêmement bon, franchement. Damon et Jamie Hewlett ont fait un super travail visuellement et en musicalement est très cool. Alors oui, on est loin des premiers projets un peu sombres, parfois bruts et assez expérimental des 3 premiers albums, Gorillaz, Demon Days ou Plastic Beach, mais voilà, c'est certes de la pop accessible, mais il y a quand même des idées de recherche et j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. Et cet album est un peu macabre. Il est hanté parce qu'il y a des anciens artistes qui sont décédés dedans, comme par exemple Marquis Smith, Tony Allen, auxquels ils ont déjà participé dans des projets de Gorillaz, Glitter Freeze, ou même dans d'autres projets qu'a fait Damon Albarn, The Good, The Bad and The Queen, le super groupe où il y a Flea des Red Hot Chili Peppers, Rocket Juice and the Moon, et j'en passe. Ou même il participe dans. C'est un morceau hommage parce qu'il est décédé en 2020. Tony Allen, ça a beaucoup touché Damon Albarn, notamment aussi pendant la mort d'MF Doom, ça l'a beaucoup touché. C'était le morceau How Far, H-O-W espace F-A-R, avec un point d'exclamation, d'interrogation. À quelle distance, ça veut dire, où il y a Skepta qui participe dedans. C'est un morceau assez sympa qui figure dans la version de l'use de Song Machine. On l'entend parler et c'est marrant parce que ces paroles on retrouve dans ce projet. Ils ont un peu voulu recycler la chose, mais c'est pas dérangeant. Moi, ça m'a pas dérangé. Et voilà, c'est un peu un album hanté et un album où ils rendent hommage à d'anciennes personnes, mais ça va être un peu lourd quand même de mettre d'anciennes démos qui, je pense, ont dû enregistrer pendant des sessions de Plastic Beach ou que sais-je encore. De remettre dans ces projets, mais voilà, c'est quand même un album qui rend hommage à ces artistes et c'est très touchant. Et voilà, c'est un album qui s'oriente bien dans la musique indienne. Et donc eux, Damon et Jamie se sont réfugiés dans l'Inde parce que leurs parents sont décédés. Voilà, c'est quand même très 1, 2, 3, très triste à savoir. Excusez-moi, je fatigue un peu. Très triste à prendre la nouvelle. Du coup, ils sont orientés en Inde et ils ont voulu faire un album un peu indien. Et ça fait penser aux Beatles aussi. Eux aussi, plusieurs fois, on est allé en Inde. Je sais plus trop combien de fois. Voilà. Si Lily est là dans les commentaires, n'hésite pas à me dire combien de fois ils sont allés en Inde. Je crois 2-3 fois, si je dis pas de bêtises. Ou plus. Parce que je sais qu'il y a George Harrison qui a fait aussi un live pour un concert caritatif qui est très connu. Bon, bref, je m'égare. Et ouais, le projet de Ghost of the Gorillaz est très sympa et accessible. Et même, ça fait découvrir la musique indienne, quoi, pour un public qui ne connaît pas très bien. Voilà. Regardez-moi ces magnifiques pochettes. Et regardez-moi ce magnifique gatefold. Tada! Et en fait, tout ça, ce sont les personnes qui ont participé dans le projet, tout simplement. Voilà, alors, il y a une petite pochette avec les crédits, les titres, très cool. Et voilà, The Mountain, c'est quand même un album incroyable. Et j'ai vu Ah oui, Love Grim, notre cher Damon Albarn, c'était cool, même si le son était pas terrible, mais ça m'a pas. Franchement, j'ai passé quand même un super moment. Là, c'est un petit poème, et là, il y a les hommages, tu vois, clairement, ça touche beaucoup Damon. Et voilà, il a voulu, je pense, un petit peu exorciser tout ça et les rendre hommage avec un album
un bel album hanté. Mais hanté dans le bon sens. J'espère que c'est dans le bon sens. Voilà, les sous-pochettes aussi sont stylisées. Regardez-moi ça. C'est très cool. Franchement, Jamie, toujours aussi fort à dessiner tout ça. Alors je sais qu'il a une équipe derrière, mais c'est pas la première fois que Gorillaz a une équipe derrière pour faire certaines choses, notamment des sites web, des jeux vidéo. Ouais, enfin, ça c'est plus après ça. Ouais, ils ont fait pas mal de jeux vidéo, mais ils ont déjà certains titres participaient déjà dans des jeux vidéo. Par exemple, le remix 19-2000, il figure dans un FIFA. Si je dis pas de bêtises, ils ont déjà fait aussi un super, et ça à l'époque, je m'en souviendrai toujours. En fait, on pouvait visiter l'île Placid Beach. C'était trop bien, mais maintenant c'est devenu un Lost Media. Mais il y avait tellement de choses, et je comprenais pas tout parce que l'anglais, je comprenais pas grand chose à l'époque. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux, mais c'est pas encore parfait. Mais à l'époque, ça tabassait, quoi. Clairement, j'adorais. Et il y avait l'équipe aussi, il y a une équipe d'ailleurs aussi qui je pense s'occupe des dessins, même si c'est sous la supervision de Jamie Hewlett. Et clairement, il a aussi un compte Insta où il publie ses différents dessins qu'il a fait pour Gorillaz et aussi pour le plaisir. Mais voilà, pour moi, il y a toujours Jamie Hewlett qui est derrière ou même qui est toujours à fond dans les dessins et c'est toujours aussi cool. Voilà, très stylé. Les différentes divinités indiennes, c'est complètement fou. Alors, il y a quand même deux titres que j'affectionne pas trop, mais je vous le dirai ça un peu plus tard. Il y a pas mal d'artistes qui participent dedans, mais ça c'est dans l'ADN Gorillaz. Hein. Beaucoup d'artistes ont énormément participé dedans, comme De La Soul, comme Grace Jones, comme Bootsy Brown, mais après lui ça fait un moment qu'il est là, comme Del Funky Homo Sapiens, qu'est-ce qu'il y a d'autre pardon, Bobby Womack, et j'en passe. Voilà. Regardez ça. Voilà. Ce que je trouve c'est quand même un album pop accessible avec différentes idées de sonorité très intéressantes. Et du super prod aussi. Hop. Et bien sûr, il y a des morceaux que je vous recommande. Il y a déjà, c'est pas facile, mais déjà on a une enfin les mentions, non, je vais dire ça un peu après. Je recommande le morceau The Happy Dictator avec Sparks, qui est un groupe assez connu dans la pop anglaise New Wave, un groupe un peu spécial. Il faudrait que j'écoute. Il y a le morceau. J'ai hésité parce que c'était un peu compliqué de choisir, mais j'avoue, bon, allez, je suis pas trop me fouler, mais j'ai pris un peu les morceaux phares un peu de l'album, Orange County, où je trouve que c'est vraiment une musique très pop simpliste, mais en même temps, ça fait question-réponse. Damon Albarn qui chante, sifflement, bon, je le fais pas très bien parce que je sais pas siffler, ça fait tu, voilà, et Damon Albarn qui chante. Après, on entend celle qui collab avec lui, Cara Jackson, pardon. Et après, il rechante. Voilà, ça fait question-réponse. Je le trouve sympa, cette musique plutôt cool. Et je recommande le morceau qui est mon morceau préféré, Delirium. Ça, j'adore. Clairement, c'est un super hommage à Glitter Freeze. Bon, hommage très pop, on va pas se le cacher, très pop, mais avec des espèces de, je sais pas, de synthé, mais industriel, qui presque vraiment bien mis en avant. Alors, dans la version live, pas trop. Pas trop. Mais clairement, quand parce que l'extrait que je voulais vous partager sur YouTube, malheureusement, je pouvais pas, parce que question de droit d'auteur, mais ce morceau posait problème. Je suis un peu dégoûté, mais on n'entendait pas trop ces synthés, mais dans la version live, enfin dans la version studio, on l'entend bien, il y a un côté un peu expérimental à la Glitter Freeze, il est trop cool, j'adore. Et Marcus Smith, voilà, qui je pense, où on l'entend chanter, ça figurait, je pense, dans une démo ou dans une session test. Alors on entend certains rigolements qui participent, ces rigolements qu'on entend actuellement
eh bien, était déjà dans Glitter Freeze. Voilà, un peu bizarre. Comme je dis, c'est un peu bizarre. Vraiment, c'est comme si c'était du sampling, quoi. On recycle certaines choses, mais c'est pas dans le mauvais sens, hein. Je redis, c'est quand même très intéressant. Delirium, qui est mon morceau préféré. Et alors, en mention spéciale, on a quand même le premier morceau, The Mountain, qui est génial. Il est très très beau. Même qui on a eu le droit, pour l'instant, à un clip, peut-être qu'il en fera d'autres, qui a un côté, alors ça n'a pas été fait avec l'IA, parce qu'eux, ils sont contre l'IA. C'est un clip animation, vraiment, d'époque comme le dessin animé de Disney, le livre de la jungle, voilà, c'est un peu ils ont voulu animer un peu à la Disney, mais vraiment le Disney d'époque, quoi, des années 60-70. C'est vraiment très cool et le clip est plutôt marrant et mignon. Ça fait plaisir. Il y a le morceau aussi que je recommande, The God of Flying. J'ai hésité à le mettre avec Idols, que je sais que Compare Vinyl avait présenté dans un de mes lives avec Redwell Vinyl et Louis Blast. C'est un live plutôt cool, où c'est un groupe punk, et c'est fou que j'écoute punk assez accessible, notamment leur dernier projet. Mais on sent que le côté très engagé. Il y a aussi le morceau Casablanca, qui est pas trop mentionné celui-là. Je trouve qu'il est pas trop mentionné, qui est magnifique. J'adore ce morceau aussi. Qui peut me faire presque penser à un morceau qui peut apparaître dans le dernier album de Blur, The Ballad of Darren, je trouve. The Ballad of Darren, ou un petit peu dans sa carrière solo, mais plus Blur The Ballad of Darren, je dirais. Et le morceau The Moon Cave, bon, c'est un peu un classique, mais le début me fait penser un peu à Cracker Island, accessible, mais avec un bon rap. Et franchement, il est cool. Alors, avec Bobby Womack qui participe dedans et Dave Jolicoeur, mais bon, ces personnes sont décédées, hélas. Alors, Dave Jolicoeur, je l'ai déjà vu pendant la période Women's, pendant le live d'Women's que j'avais vu avec mon père au Zénith de Paris en 2017. Bah, il était là. Franchement, il rappait super bien. Mais entre voilà, De La Soul et Dave, ils avaient fait un projet de rap, notamment un album culte dont j'ai oublié le nom. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Un album où on les voit les trois avec une pochette jaune, avec des fleurs. Faut que j'écoute ce projet, il a l'air tellement bien. J'ai toujours pas fait, la honte. Bah, voilà, les deux s'entendaient très bien et je pense que ça aussi, ça a dû pas mal faire quelque chose avec De La Soul, même quand il chantait Feel Good Hick. Il y avait un sentiment un peu seul, on voyait qu'il essayait voilà, quand même d'animer la foule, il a super bien fait, mais on sentait qu'il manquait quelqu'un, quoi. Ça fait quelque chose, quoi. Il y a le morceau aussi que je vous recommande, The Hardest Thing, qui est un petit morceau d'ambiance un peu très accessible, qui est très sympa. Voilà, Shadowy Light avec Asha Bosley ou Aya Prasanna qui chante. Et le chant indien que vous entendez, bah, cette dame est décédée il n'y a pas très longtemps. Pareil, un super hommage. C'est vraiment un album macabre, hein. On va pas se le cacher, c'est quand même un peu un album macabre. J'espère que Damon va bien, mais bon. Il a l'air d'aller, même s'il a l'air d'être un petit peu soul, mais en soi, il gère le live, il essaie voilà, d'interagir avec le public, et même d'aller dans le public, il le fait encore. Voilà. Vraiment, il est en amour avec son public et c'est cool. Dans le bon sens, hein, pas dans le mauvais sens. Voilà. Demol, s'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Mais c'est très sympa. Bon, il vieillit aussi, mais parce qu'il peut pas atteindre. Par exemple, pourquoi je dis ça, il a expliqué dans une interview qu'il peut pas atteindre certaines notes avec sa voix. En gros, les voix de haut, falsetto, je crois, il peut pas trop atteindre. Mais moi, clairement, quand dans le live, alors, il avait même joué ce morceau où il atteint des voix hautes. Je trouvais qu'il s'en sortait plutôt bien. C'était le morceau New Genius que j'aurais dû filmer, et moi, je l'ai pas fait. Comme une personne stupide, mais bon. Je voulais profiter aussi, hein, mais vraiment, on ressortait bien les débuts de Gorillaz, ça faisait... oh là là, ça me faisait chaud au cœur, c'était trop bien. C'était trop bien ce live. Franchement, j'ai hâte quand même peut-être de les revoir, hein, un de ces quatre. Mais là, c'est ma troisième fois que je les vois, et c'était cool. Voilà, alors les morceaux que je suis pas trop fan, The Manifesto et Damascus. The Manifesto, alors la prod est très cool, mais le problème c'est Damon adore tout ce qui est musique latino. J'ai beaucoup aimé Latin Simon qui est pas à Contigo, qui est une ambiance un peu spéciale avec Brian Ferrer qui est décédé, bon lui il y a très longtemps en 2005, même qui rend hommage dans Demon Days, dans leur tournée où il jouait le morceau Latin Simon. C'est un Cubain qui vient de Buena Vista Social Club.
où c'était un projet qui mourait, parce que voilà, cette musique mourait, mais je crois que c'était des Anglais qui l'ont fait ressusciter, et c'était un peu un groupe qui était pas mal écouté dans les années 90, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Euh, J'aime bien Chan Chan, mais ça me parle pas plus que ça. Mais bon, voilà, on sent la musique cubain est vraiment dans des côtés assez festifs, je pense que ça passe bien. J'ai bien aimé ce morceau Latin Simone, mais les autres, je trouve ça fait très musique latino actuelle et fait penser un peu ces musiques que t'entends à la radio, quoi. Je suis pas si fan, je suis pas convaincu. Même en général, musique latino, ça me parle pas. Cependant, si c'est instrumental et si c'est de la fusion, si ça accompagne avec par exemple de l'expérimentation, je dis pas non. Je suis plus je vous dis dans l'instrumental, moi, pour l'instant. Et le morceau Damascus, j'adore la prod avec ce côté très rapide. On perd pas de temps avec le rappeur Yassine Bey ou Omar Suleiman. Et c'est marrant parce que le phrasé du rappeur me fait beaucoup penser à Mos Def. Mos Def avec ce côté un peu grave et un peu aigu. C'est un peu bizarre, mais en fait, t'as des chants arabes et j'aime pas ça. C'est pas trop mon truc, même si je trouve que la prod, voilà, elle accompagne super bien. Ah, voilà, il est à peu près 1 heure de vidéo. J'espère que je vous ennuie pas, ma commu. Hein. Voilà, tenez bon, il reste plus qu'un album. Bref, bref, continuons. Voilà, je suis pas très fan. Mais je souligne que même si ces morceaux que j'aime pas, il y a quand même des parties ou des prods que j'aime beaucoup. Par exemple, dans Manifesto, le côté rap US, j'aime beaucoup ce côté posé, voilà, une rythmique. Enfin, moi, quand j'écoute ça, j'ai un peu cette image où on se balance comme ça. J'aime bien. Donc, les morceaux que je vous recommande, The Happy Dictator, Orange County, même si j'ai hésité, et Delirium, qui est mon morceau préféré. Donc, en général, c'est un album super pop accessible, musique indienne, rap, un peu expérimental, musique arabe et un peu de voix un peu R&B. Et ça fait plaisir, voilà, ce projet est super, c'est vraiment, pour ma part, un Plastic Beach actuel, sauf que ça se passe en Inde. Merci Gorillaz de nous avoir sorti ce projet. Et pour terminer cette vidéo, pour ceux qui sont restés dans cette vidéo, eh ben, on va terminer en beauté. Il est sorti il n'y a pas longtemps, fin mai. Il y en a qui savent de quoi je parle. C'était leur dernier projet et j'avoue, j'étais bien conquis et merci. Enfin, ils sont revenus depuis 13 ans d'absence. Voilà, je vous le présente. Eh bien, évidemment, je l'ai pris. Évidemment, je l'ai commandé pour mon anniversaire. C'est une version originale, j'ai pas la version Deluxe. J'en parlerai un peu plus tard, mais voilà. Inferno de Board of Canada. Moi, ça m'a conquis directement. Il m'a plus conquis que Tomorrow Harvest. Il m'a fallu un peu de temps pour l'apprécier, même si maintenant je comprends le délire. Mais voilà, à l'époque, je l'aimais pas trop. J'aimais bien quelques titres. Et Inferno, il m'a clairement conquis. Je l'ai écouté le jour J. Je regrette de ne pas l'avoir écouté en session parce que je sais que le Silence de la rue le jouait. Et en plus, il y avait du merch avec un super poster. Je sais que là, il y en a sur Vinted, mais les gars le revendent super cher. Ça m'étonne pas. Hein, voilà, business is business, comme on dit. Donc, en général, cet album, magistral. Je l'adore. Super album. Déchaînant et clairement... on a hâte que BOC aussi revienne. C'est l'abréviation de Board of Canada, je l'appelle aussi BOC. Revienne pour des tournées. Voilà, regardez-moi cette esthétique. Alors c'est un peu daté, je vous l'accorde. Et alors j'en parlerai de la pochette un peu plus tard, mais on dirait un peu une pochette 2010, un peu post-Tomorrow Harvest, un peu bizarre. Mais voilà, cet album c'est un peu pour ma part un mélange entre Tomorrow Harvest et Geogadi. Et vite fait Musica Zora to Children. Regardez-moi ça, c'est... Esthétique, c'est toujours aussi stylé. Cet album, au début, je pensais qu'il avait pas forcément de thème, mais si, il en a un. C'est la religion vraiment bien assumée, même dans l'esthétique. On retrouve pas mal de thèmes religieux, hein, de croix, d'enfants, on dirait une espèce de secte. C'est assez bizarre. Et ouais, c'est beaucoup sur la religion. Il y a même certains titres qui font presque penser à de la messe religieuse, mais la religion est dans cet album, il n'est pas forcément bien représenté, j'ai l'impression, où en fait c'est quelque chose de menaçant, de dominant, avec des espèces de voix robotiques, quelque chose de très gros, de très imposant, voilà, quelque chose de très imposant quand tu écoutes ce projet. Je l'avais dit dans le live du Scud et du Pif,
J'ai l'impression un peu, a été bien apprécié par beaucoup. Et j'espère que cet album vous fera découvrir ce super univers que je vous casse les pieds, et que je vous casse les pieds depuis un certain temps, ma commu et certains youtubeurs, mais et il y en a voilà, qui m'associent directement avec Board of Canada, mais parce que j'en parle beaucoup sur ma chaîne, mais c'est un projet, c'est un groupe et c'est un projet, voilà, c'est une drogue. J'avais vu en plus là aujourd'hui que il y avait un Belge qui témoignait que c'est un de ses groupes aussi préférés, et il dit que c'est clairement une drogue, parce que c'était aussi un ancien toxico, et il consomme différemment autres substances illicites, il consomme de la musique, et aussi figure dans un de ses projets favoris, et pour lui c'est un peu comme une drogue quand il consomme, et clairement je suis d'accord, mais d'un autre côté, moi je l'écoute pas forcément tout le temps, ce projet, voilà. Je l'écoute pas tout le temps parce que je veux garder ce côté quand je l'écoute toujours aussi incroyable. Là, je l'avais écouté avant-hier et ça fonctionne clairement. Je l'avais pas écouté depuis un moment. Ah, c'est bizarre hein, ces images avec ces enfants et aux yeux blancs là. Regardez ça. Comme s'ils étaient endoctrinés ou comme s'ils ont été lobotomisés dans une religion ou dans une secte. Hein. Mais bon, c'est pas la première fois qu'ils font référence à la religion. Hein. Ils le font déjà dans la secte de Waco, in a Beautiful Place Out in the Country, qui pour ma part leur meilleur EP, peut-être pas projet mais EP, ou Geogadi avec le satanisme et référence à des religions, ou Tomorrow Harvest on voit une croix. Il y avait déjà des choses, ils faisaient référence un peu à la religion, mais il y avait d'autres thèmes qui abordaient, donc c'était pas non plus assumé à fond. Bah, ce projet, là, elle assume complètement, et il y a plus trop ces délires de musique avec des maths. Voilà, parce que par exemple, Tomorrow Harvest, t'as une interlude dont on entend une personne qui chante ou donc qui parle en disant des chiffres complètement aléatoires. Il n'y a pas du tout ça. Là, c'est clairement un projet, pour certains, sombre. Moi, je trouve un peu moins sombre que Geogadi, qui est complètement terrifiant pour ma part. Mais peut-être c'est dans le thème, ou quelque chose de lourd et d'imposant, même s'il y a des titres que je trouve où on s'échappe de ce côté imposant. Même que j'ai une imagerie où j'ai l'impression de voir quelqu'un dans un univers menaçant, avec la religion qui est complètement partout, et qu'il est constamment là-dedans. Et alors pour ma part, il y a une petite anecdote, une petite théorie, et j'espère qu'elle est fausse, mais il faut savoir qu'il y a un des deux frères qui s'occupe du projet, Mike Sandison. Alors, il y avait une théorie d'une personne d'Instagram qui disait que peut-être Board of Canada, un des deux frères serait mort. Moi, j'espère pas. J'espère pas. Parce qu'il y a aussi comme quoi il a bien participé dedans. Il y a quand même des titres où des personnes décryptées qui participaient dedans, où il a été mentionné. Mais où j'espère pas que c'est une rupture. J'espère que les deux frères s'entendent encore à merveille. J'espère pas qu'ils se séparent. J'espère qu'on aura un peu plus d'explications. J'espère qu'on aura des interviews filmées ou entendues, parce qu'il n'y en a qu'une seule interview. C'est pendant une BBC, je dis pas de bêtises, ou une radio. On les entend les deux pendant un très court instant. Ça fait bizarre, mais c'est plus dans des magazines. Et de toute façon, ils sont toujours aussi mystérieux, BOC. Mais j'espère que voilà, que l'un des deux frères n'est pas mort, ou que l'un des deux frères n'a pas quitté le groupe parce qu'il ne s'entendait plus avec Mike ou Marcus. Voilà. J'espère. J'espère qu'ils sont encore là, ils sont encore présents, et j'espère, voilà, encore une fois, des tournées. Ça fait depuis 2001, hein, donc peut-être qu'ils ne sont pas non plus le groupe cible pour les tournées. Hein. Voilà, ça existe, hein, ça existe, mais je suis sûr qu'il y a matière à explorer. Donc, je suis sûr que j'oubliais des choses, mais les samples ont été très vite trouvés dans ces projets, hein, où c'est fait, comme je dis, référence beaucoup à la religion. Notamment, fait référence aussi à un documentaire qui explique la naissance d'un fœtus dans le morceau The World Become Flesh, The World Become Flesh, qui figure dans un des derniers films que j'ai vu, Backroom, que j'avais bien aimé, réalisé par Kenny Pixel, qui est un des figures emblématiques et un des pionniers des Backrooms, où il a son lore, il a une chaîne YouTube où il parle de cet univers. Je vous laisse découvrir. Alors, j'ai pas tout vu, moi, j'ai surtout vu les vidéos de Feldup. Pas encore d'Alt 236, faut que je les voie, mais c'est des grosses vidéos, faut que je prenne le temps de regarder. Mais le film était très sympa, et franchement, les Backrooms, je pense que ça restera dans la culture populaire du 21e siècle. Voilà. Le morceau Father and Son, c'était un sample utilisé d'un film
ou d'un documentaire où ça parle d'un fils complètement endoctriné dans la religion et son père va à tout prix le retrouver et le faire revenir dans la famille, sauf que lui il veut pas, il veut être à fond dans la religion. Il y a le morceau aussi Naraka où il sample Hare Krishna, que j'ai déjà vu sur Paris. Ça existe encore, ouais, ça date un peu, cette secte. Je crois que c'est une secte, hein. Je sais plus s'il y a des controverses là-dedans. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans cette secte-là, je parle. Mais j'en ai vu, ils chantaient, ils dansaient, bah, ils samplent ça. Moi, au début, je pensais qu'ils samplaient ma mère indien, mais pas du tout. Il y a le morceau... je crois que j'ai à peu près tout dit là-dedans. Oui, World Become Flesh, que c'était le documentaire avec le développement du fœtus, c'est super, avec des voix robotiques. Alors, tu as des voix aussi superposées, par exemple Father Red Son, qui m'a fait beaucoup penser au remix Mr. Mistake et Treat Them Right, qui est très funky, j'aime bien ce remix, avec ses voix un peu superposées, ou ses voix assurées, notamment dans The World Become Flesh. Qui c'est pas la première fois qu'ils font ça, ils ont déjà fait ça avec Enlogax, avec ce morceau un peu vintage, un peu techno 80, jusqu'à ce que ça se transforme en quelque chose de complètement bizarre avec cette espèce de sample de... Moi j'ai l'image de tourbillon, avec cette voix complètement buggée et assurée. Voilà, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Alors t'as des éléments qui réutilisent des voix aussi, qui réutilisent de Tomorrow Harvest, un peu grave que j'ai un peu reconnu, mais c'est pas gênant. Voilà. Moi clairement j'ai adoré le projet, il y a des morceaux complètement bougeants, planant, Prophétie at 1420 mHz quand c'est sorti en single. Oh, j'ai adoré la fin avec ces nappes de synthé qui, avant qu'on passe à l'autre morceau qui est complètement hypnotique. J'adore. Voilà. Hydrogène aussi, Hélium, Lithium, Léviathan. Pareil, c'est un peu industriel et c'est très froid et un peu triste, mais à un moment, tu entends cette espèce de mélodie un peu laboratoire et en même temps très mystérieux. C'est trop bien ce morceau. J'adore aussi Age of Capricorn. Je pense que ça, c'est mon morceau préféré. J'adore ces espèces de voix. On dirait clairement une messe, mais une messe qui va très rapidement. T'as tellement de choses qui se passent, t'as une voix grave. Je crois que ça a été samplé aussi d'un documentaire ou d'un film, celui-là, avec Eternal Emptiness. Ah, magnifique, il est trop beau, j'adore ce morceau, c'est trop bien. Même les morceaux d'interlude, Somewhere Right Now in the Future est trop cool. The Process aussi est incroyable. Le dernier Assault Through Platonia, où c'est ce morceau aussi, comme je dis, il y a pas mal de théories comme quoi c'est un des deux frères, peut-être un des deux frères est décédé, parce que ce battement de cœur, voilà, être humain, je sais pas. Enfin, c'est vrai que ça peut se tenir, mais j'espère pas. Mais bon, voilà, prenons ça avec des pincettes. Moi, ça m'a fait penser aussi un peu une référence à Pink Floyd aussi, tout simplement, avec le cœur qui bat. Il y a quoi d'autre Memory Death aussi, qui est bien, petit interlude. Il y a Into the Magic Land, qui est génial. Il réutilise la guitare, parce qu'il avait déjà utilisé dans le projet The Campfire Red Face, avec ses guitares acoustiques, tous ces choses. Mais là, plus contemplatif, mais c'est dans un monde, comme je dis, assez oppressant, quoi. Mais en même temps, tu t'échappes de ce monde un peu. Tu t'échappes un peu et je le trouve, comme je dis, beaucoup moins sombre que Geogadi. Voilà, voilà. Si je vous conseille 3 titres, c'était pas facile, mais je vous conseillerais Prophecy at 1420 mHz, qui est trop bien. Age of Capricorn, qui est mon morceau préféré. Je pense que c'est celui-là. Et le morceau... et encore, j'hésite avec... bon, je vais le dire après. Horizon Deports. J'adore ce morceau. Si j'ai pas de bêtises, ouais, c'est celui-là où il y a une espèce de rythmique assez tribal et qui est lent, qui diminue en termes d'intensité, et ça me fait penser un peu au squelette de Short Circuit des Daft Punk, où ça, vous voyez, c'est la musique continue, sauf que ça bug, et jusqu'à ce que ça devienne un truc complètement buggé, pixelisé. Bah là, c'est pareil, sauf que ça devient plus minimaliste, et ce morceau est trop bien. Après, j'ai beaucoup aimé aussi Blood is the Labyrinth, qui était peut-être mon morceau qui m'avait le plus marqué, avec ces espèces de sitar, je crois. Ils utilisent pas mal d'instruments un peu musique du monde, notamment dans une prophétie à 1420 mHz, dans cette espèce de flûte orientale un peu qui t'annonce quelque chose de spécial, avec ces espèces de voix robotiques. Enfin, c'est de la folie. Clairement, la première fois que j'ai écouté, pour moi, c'est un 8,5 sur 10, quoi. Et encore aujourd'hui, je le pense, parce que je l'ai réécouté avant-hier. Pépite. Deep Time aussi, morceau d'ambiance, pareil, fabuleux.
Et j'adore ce morceau. C'était je crois, le premier morceau qu'ils ont mis sur leur chaîne. C'était Tape 05 jusqu'à ce que ça change en Deep Time. Il est magnifique. Il y a Arena Americanada aussi qui est sympa. Il y a tellement de choses. Voilà, je vous conseille de l'écouter. Et pour ceux qui. Parce que je sais que cet album divise. Il y en a qui ont adoré. Moi, je figure là-dedans. Il y en a qui ont détesté. Et bah moi, je vous conseille de peut-être le laisser de temps. Laisser du temps à ce projet. Peut-être attendez au moins 1 ou 2, 3 ans pour l'apprécier réellement. Comme pour Tomorrow Harvest, moi, il m'a fallu un peu de temps. Et même la com, il m'a fallu un peu de temps pour qu'ils apprécient ce projet. Parce qu'il y en a qui ont été pas mal déçus. Bah là, c'est un peu pareil. Il y en a qui étaient un peu pas mal déçus. Mais je pense qu'il faut un peu de temps pour que, clairement, les gens se rendent compte de ce projet incroyable et de cette pépite. Voilà. Et c'est cool, comme je redis, ça fait du bien que des personnes vont s'intéresser à ce type de musique. Ça me touche au cœur, quoi. Bref, mon morceau préféré, Age of Capricorn, qui est magnifique. Je suis sûr que j'ai oublié des choses. Mais en général, j'ai adoré. Bon, il y a des morceaux quand même positifs. Naraka, qui est fabuleux. You're Rotate in Time and Space, qui est génial. Qui est clairement, on dirait un peu une espèce d'Aquarius, mais version 2026, qui est très beau, très acoustique, avec un mélange entre Campfire et Face. C'est un beau morceau qui, en plus, le début est très beau et après, on sent quelque chose de nostalgique qui fait du bien. Et le dernier morceau conclut bien, qui est beau, mais en même temps un peu mystérieux. Voilà, ce dernier morceau, et il le coupe superbement bien. La production est très cool. Et je pense qu'ils ont voulu faire ce projet comme un projet à la BOC pur jus. Voilà. C'est un ami qui me l'avait dit. Je pense qu'ils ont voulu faire un projet pur jus BOC. Ils ne voulaient pas forcément innover le genre parce que voilà. C'était Tomorrow Harvest, il était post-apocalyptique. Eux, voilà, ils ont voulu faire un album pur jus BOC, même si je trouve qu'on touche un thème, la religion, et qui est bien assumé dedans. Et je pense que je pense que ça doit être un des meilleurs albums d'électronique de cette année. Et pour finir la pochette, je suis un peu mitigé. Disons qu'en fait, je la trouve mystérieuse. On voit des personnes qui ont l'impression qu'ils s'installent pour faire pour camper ou pour faire un feu de camp. Bon, c'est toujours dans l'esthétique 70, hein, même en général. Hein, regardez ça. C'est toujours 70 d'époque, etc. Mais là, on voit une espèce d'image avec un énorme le logo du groupe. Inferno, même l'intro est cool, même si c'est pas comme un Wildlife Analysis ou comme il s'appelle ce morceau de Tomorrow Harvest, le début. J'ai oublié. C'est le premier morceau après Reach for the Dead. Non, pas Memento. Non, je sais plus trop comment il s'appelle. Voilà, vous allez me le dire dans les commentaires. Je suis sûr, mais l'intro est quand même sublime. C'est quand même un petit morceau très simpliste, mais qui te met déjà dans le bain. C'est voilà, pour te remettre dans le jus, dans le jus à la BOC. L'intro est sympa, intro. Voilà, et Gemini, voilà. Gemini de Tomorrow Harvest, je trouve que le morceau est très intéressant. C'était un de mes morceaux aussi préférés d'avant d'aimer ce projet complètement. Voilà, Intro, c'est efficace, mais c'est pas non plus une intro incroyable, mais ça fait le taf. Pour revenir, voilà, excusez-moi, je pars dans tous les steaks. Je vais essayer de ça faire vite parce que la vidéo dure 1h17. Je pense que c'est une de mes plus grosses vidéos que j'aurais faites sur ma chaîne pour l'instant. La pochette, voilà, et je la trouve mystérieuse et en même temps un peu brouillon. Voilà, je la trouve pas forcément stylisée parce que par exemple, Geogadi est très stylisé avec l'esthétique kaléidoscopique. Tomorrow Harvest, il y a ce côté post-apocalyptique avec ce gros brouillard blanc froid. Enfin, on sent qu'on est rentré dans un univers froid et post-apo. Music as the Right to Children, où on rentre dans un univers nostalgique, enfantin de l'époque 70. Ou même Tourism, on est clairement dans leur délire, où notamment l'image se figure dans un film de science-fiction américain, un ancien film des années 50. Ou même High Score, même s'il est très simpliste, on voit deux personnes qui sourient, il y a quand même une esthétique 70 un peu vite fait appliquée. Ou même Trans-Canada Away, qui est aussi un super EP, avec les morceaux. Les morceaux, je les trouve, pareil, on les mentionne pas assez, alors qu'ils sont génial. Même le remix, même si je peux comprendre qu'il peut être pas facile d'accès, il y a un côté très un peu à la Kraftwerk, mais il y a un côté quand même stylisé à la Kraftwerk Autobahn. Bah là, je le trouve un peu brouillon et en même temps assez mystérieuse. On ne sait pas, le titre est déjà trop gros. Pour moi, il aurait dû peut-être le rendre plus petit, mais bon,
c'est voilà, assez mystérieux et assez chelou qu'il fasse très gros. Voilà, voilà. Mais en général, il y a quand même un point positif, c'est qu'on se demande qui sont ces gens, qu'est-ce que c'est. C'est vraiment très mystérieux. Et donc voilà, un magnifique projet d'IDM, superbement bien fait, très cryptique, avec aussi des espèces d'interludes où on entend des gens parfois parler ou même se manifester. C'est vraiment un projet farfelu et farfelu dans le bon sens et magnifique avec une superbe cohérence. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Elle va faire 1h20. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. On se retrouve demain à 20h30 dans le live de Vinyl Lily Community où on va parler entre générations, le choc générationnel des anciens et des nouveaux. Moi, Météora, Lily et MV. Donc n'hésitez pas à aller, nous voir hein, dans la chaîne de Lily, chaîne spécialisée dans les Beatles. J'y serai, donc 20h30, heure pétante en France. J'espère que vous allez passer un beau moment. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et il y aurait, je pense, une deuxième partie de mes achats d'été, parce qu'il y a certains cadeaux. Vraiment, je suis vraiment gâté, ça me touche beaucoup. Merci encore à ma famille de m'offrir ces magnifiques présents qui va arriver. J'en ferai une deuxième partie, ça c'est sûr. Bref, force à vous pour la canicule, hydratez-vous. Hein. Voilà, moi aussi, faut que je m'hydrate. Voilà, fermez vos fenêtres, tout le tatouin, prenez des douches bien fraîches. Je crois que la semaine prochaine ça va baisser, j'espère. Bref, merci à tous. J'espère que les projets vous auront intéressé. J'espère que vous avez découvert des choses. Et j'espère que les albums ou les artistes, vous allez aimer. Et j'espère que vous allez faire découvrir certaines anecdotes. Allez, au revoir tout le monde. Vive la musique et bonne écoute pour ces projets. Allez, à demain soir à 20h30 pour le live chez Lily. Bye tout le monde.